Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast Les Mycophiles. Si vous souhaitez nous faire savoir que vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Maintenant, place à l'épisode du jour. Bienvenue dans le podcast Les Mycophiles, là où les experts et les passionnés de champignons nous parlent de leur métier, de leur passion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, je retrouve Pierre Girard, grand maître de la morille, pour poursuivre notre passionnante discussion, notamment autour de son voyage aux États-Unis à la rencontre de Gary Mills, l'un des pionniers de la culture de morille en intérieur. Bonjour Andreas. Salut Pierre, comment ça va depuis la dernière fois? Ah bien, bien remis. Je me suis resynchronisé avec les horaires français. Ça m'a Oui? pris un peu de temps. C'est pas évident le décalage horaire, mais ça valait le coup. Ça valait Et le oh, coup. trop Mais bien, voilà, oui. de Parce que nouveau prêt. tu es parti du coup aux États-Unis, on va en parler, pour en apprendre plus sur la morille. Et tu vas nous faire part de tout ça, super intéressant. Alors pour ceux qui n'ont pas écouté le premier podcast, rapidement, je te représente, hein. Donc Pierre Girard, tu es cofondateur de Ceramica, et donc tu es moriculteur spécialiste en culture de morille. Est-ce que j'ai bien résumé C'est qui tu exactement étais? ça. C'est ça. Ok. C'est bien ça. C'est trop bien. Et, euh, et du coup, j'aimerais bien commencer par ce podcast par quelques trucs que j'ai lus concernant Ceramica et on va dire sa stratégie commerciale en France. Alors, j'ai lu que vous alliez arrêter potentiellement à un moment donné de fournir des pods aux professionnels en France. Donc déjà, est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi? Ouais, effectivement, j'ai parlé de ça. Donc ça, c'est pour régler le marché. En gros, c'est qu'on veut pas. La morille, c'est un champignon qui est bien valué aujourd'hui sur le territoire français, en Europe plus généralement. Il s'agirait pas de d'évaluer ce produit en produisant trop. Donc c'est en ce sens-là où je disais que passé un certain temps, dès qu'on s'apercevra que le marché devient trop compétitif pour les cultivateurs, ben, on arrêtera au moins un temps de produire ces inserts. Et puis, bah, éventuellement, si on voit que le marché se relibère, on en reproduira de nouveau. Euh, faut toujours mettre des guillemets à tout ça parce que c'est vrai que on fait des estimations du marché aujourd'hui qui vont fatalement évoluer dans le sens où, par exemple, on a des comportements de restaurateurs qui étaient habitués à prendre une quantité de morille et puis qui finalement s'emballent et la généralisent sur la carte. Grosso modo, ça fait quasiment un fois 10 en quantité écoulée pour un restaurateur, ce Ah oui. comportement-là. Bah ouais, voilà, du 5 kilos semaine, on passe à 50 kilos jour. C'est vraiment le grand écart. Donc, s'il y a une proportion non négligeable des restaurateurs qui adoptent ce genre de comportement, bah forcément, ça va créer un nouveau marché qu'il faudra combler avec plus de cultivateurs, plus de pods mis en circulation. Donc voilà, tout ça, en tout cas, on est vigilant sur ce côté valorisation du produit parce que il faut que les cultivateurs s'y retrouvent. Voilà, Ok, c'est pour je ça. comprends. Et ça me vient une autre question en tête, tu vois, genre, actuellement, du coup, la morille, c'est quand même un produit qui reste rare et qui est pas vraiment un produit de grande consommation, notamment par rapport aux champignons de Paris. Et donc, finalement, c'est quand même de bon augure que ça se présente comme ça. Le fait que finalement les gens en consomment plus. Vous avez basé vos stats un peu de quantité en France, notamment sur la consommation actuelle, quoi. Et c'est pour ça que potentiellement il y a une évolution qui peut être faite, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on estime qu'avec 160 hectares cultivés, on puisse répondre à la demande française.
Et on réplique la même chose pour le territoire allemand et suisse, qui sont les trois pays qui consomment le plus de morilles. Mais cette estimation peut varier, hein. Dans 10 ans, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes considérations. Mais grosso modo, on se dirige vers ça. Il y a aussi la notion de performance, c'est-à-dire que bah, si on sort un rendement sur un mètre carré aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, ça sera pas les mêmes scores, et donc forcément, il faudra ajuster le tir en fonction, quoi. Ok, ok, je comprends parfaitement. Et ben, du coup, pour rester dans le côté économique, euh, toi, tu m'as dit avoir constaté potentiellement une baisse des exportations de morilles vers la France et l'Europe. Donc, parce qu'en France et en Europe, globalement, on fait venir des morilles de l'étranger pour les consommer parce que pour le moment, on en consomme pas assez. Et donc, ma question, c'est pourquoi, selon toi, est-ce qu'on constate cette baisse du coup? Et est-ce que finalement Ceramica donc serait pas en train de contribuer à genre une forme d'autonomie en morille en France? Bah, contribuer, oui. Après, la dernière discussion qu'on a eue avec les douaniers, c'était que il y aurait un contrôle des imports à partir du moment où on a une disponibilité du produit sur place. Donc, bah, aujourd'hui, ça commence à être le cas. Et effectivement, l'année dernière, en 2024, on a constaté une chute. C'est pas, on va pas même pas appeler ça une baisse, c'est vraiment une chute violente des imports. Alors, on est dans un contexte politique assez les choses, les pays se compriment un peu, hein, se protègent, ils protègent leur souveraineté alimentaire, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et donc voilà, on est dans ce contexte-là. Et effectivement, par exemple pour la France ou même l'Allemagne, c'est quasiment les mêmes chiffres. On part de 20 tonnes habituellement importées et on a chuté à 3 à 4 tonnes. Donc c'est vraiment ils ont tranché dans le vif, quoi, hein. Alors, il y a des choses qui expliquent ça, mis à part la disponibilité du produit, mais qui est relative, hein, puisqu'il faut quand même asseoir ces 20 tonnes par pays pour ce qui est de la Chine en tout cas, hein, ce qui représente que un tiers de l'import. Les deux autres tiers, c'est de la sauvage turque. Donc celle-ci perdure. Mais pour l'import chinois, le côté phyto ne les ont pas aidés, hein. Aujourd'hui, les morilles chinoises sont entassées en tas, hein, littéralement, dans des hangars portuaires de Chine. Et donc, elles ne transitent que difficilement vers d'autres pays. Ça va vers le Pakistan pour essayer de recycler un peu tout ça dans des stocks turcs. Ensuite, donc voilà, ils vont mettre un certain temps à écouler tout ça. Le fait est que le marché est donc saturé en Chine et que c'est dramatique pour eux. Mais bah voilà, hein, c'est le côté phyto, le côté santé publique qui est pointé du doigt. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que les Chinois appliquent massivement les phytos dont on a parlé lors de notre première interview. Et bah ça forcément, il y a un moment donné où les douanes elles font les vérifications et puis bah là en l'occurrence c'est dramatique. Donc bah ça s'est arrêté au niveau européen, hein. Donc là c'est pas demain que ça va recommencer. Surtout que bah, les Chinois avaient trouvé une parade avec ces phytos et ça faisait vraiment du score, hein, derrière. Donc beaucoup de morilles, mais beaucoup de morilles impropres à la consommation qui sont aujourd'hui considérées comme un déchet, en tout cas d'un point de vue européen, quoi. Ok, bon ben c'est une bonne nouvelle pour en tout cas les agriculteurs français, je sais pas, mais en tout cas pour les moriculteurs, c'est quand même une très bonne nouvelle quoi. Ouais, Ben, ouais, moins de complètement. concurrents. Ouais, c'est un contexte marché qui est très intéressant, puisque bah, la morille chinoise, elle se vendait 30 euros du kilo frais. C'est quand même assez agressif, hein, comme prix. Donc, vu les rendements qu'ils obtenaient, ça allait pas s'améliorer, le prix allait continuer de baisser. Donc, ouais, c'est une très bonne nouvelle que ce soit arrêté. Ouais. Pour les moriculteurs et pour la santé des consommateurs, ouais, clairement. Et C'est ça. J'espère que peu de gens ont consommé ces morilles en quantité. Que forcément, il y en a eu, hein. Il y en a eu. ouais, ouais, j'imagine, oui, parce qu'après l'impact à long terme, ouais.
Et du coup, enfin, tu vois, la culture des morilles, ça devient, grâce à Ceramica notamment, grâce à toi, enfin, ça gagne en popularité en France. Mais à l'heure actuelle, disons que même, tu vois, moi, il y a certains de mes élèves, je leur dis, on peut cultiver des morilles, allez écouter Pierre Girard. Ils me disent non, mais c'est pas possible, c'est une arnaque, etc. Enfin, ça, pour le moment, ça manque de popularité alors que. Enfin, ça manque. Et c'est moins populaire que, tu vois, les pleurotes. Et pour les pleurotes, tu vois, on connaît plusieurs espèces. On sait qu'il y a le pleurote jaune, le rose, le pulmonaire, etc. Enfin, on connaît plein de variants. Quand on dit pleurote, dans l'esprit des cultivateurs, il y a plusieurs cases qui résonnent, tu vois, notamment par rapport à la couleur des pleurotes, au type de pleurote, etc. Et, euh, Eh oui. et donc, ma question, c'est... euh, est-ce qu'il y a plusieurs souches de morilles qui sont cultivables? Est-ce qu'il y a plusieurs espèces qui sont cultivables? Est-ce peut y avoir des différences, du coup, notamment en termes de température, finalement? C'est quoi les principales différences qui existent en termes d'espèces de morilles? Alors effectivement, il y a plusieurs variétés de morilles différentes. On va parler ici des deux principales qui sont cultivées aujourd'hui. Ça va se diversifier hein, au fur et à mesure que le temps passe. On a l'importuna aujourd'hui qui est très cultivé. Euh, En Europe, c'est l'importuna hein, qui se plaît le plus. En Asie, c'est la sextellata qui est la plus plébiscitée. Ces deux variétés se taillent la part du lion hein, de l'espace cultivé morille. Alors il y a des différences fondamentales entre ces deux variétés. L'importuna, elle va démarrer plus tôt sa fructification. C'est une morille, on va dire, dite précoce. Ok. Elle est aussi prolifique dans le sens où quand on passe à la phase de fructification, on a un besoin en hygrométrie qui est assez fin. Donc c'est l'eau contenue dans l'air qui est induite par l'eau contenue dans le sol. Et forcément, à la sortie de l'hiver, donc comme on est sur une morille précoce, bah, on n'a pas besoin d'assurer la disponibilité en eau pour cette variété, ce qui fait qu'on a un score intéressant du fait qu'on n'ait pas besoin d'arroser, que ça soit pas dépendant finalement d'une manipulation humaine. Eh ben, on a des scores qui sont quand même sympathiques. Ça, c'est l'importuna, c'est une très jolie morille hein, qui est assez caractéristique de la morille de culture. Voilà, on connaît bien le visuel. Et puis, on a la sextellata qui, elle, a un chapeau qui se termine de manière un petit peu plus abrupte. Hein, il est plus droit à sa base. Cette morille, elle est aussi plus grosse, mais elle va produire moins d'unités. C'est une morille qui, elle, sort un petit peu plus tard. Donc, Est-ce que tu peux nous, pardon, est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que tu entends par produire moins d'unités exactement? eh ben, la sextellata, elle va produire 2 fois moins de spécimens au mètre carré que l'importuna. Grosso modo, c'est ça dans les Ok. grandes lignes. Hein. Par contre, c'est une morille qui va peser 2 fois plus lourd. Donc, en termes de poids au mètre carré, elle s'équivalent complètement. Hein, voilà, c'est tout à fait comparable commercialement. Sachant que la sextellata a un fumet plus caractéristique, plus marqué. Donc, elle est appréciée hein, des chefs à la fois pour son fumet marqué, mais aussi par la forme. Elle est très jolie. Donc ça, voilà, c'est ces deux variétés sur lesquelles on joue. L'importuna, elle a, pour peu qu'on la cultive correctement, elle a un fumet tout à fait ok. Mais comme on est au sortir de l'hiver, bah, c'est vrai que la teneur en eau du champignon est supérieure. Et donc, on a cette tendance que les chefs ont quand ils goûtent une importuna ou qu'ils goûtent une sextellata. Eh bien, la sextellata, sa croissance a eu lieu plus au chaud, c'est-à-dire que sa teneur en humidité est moindre. Donc Ah. forcément, le goût va être apprécié de manière voilà plus corsée. Alors qu'en réalité, si on a une teneur en eau identique, on est sur les mêmes considérations. Mais voilà, c'est des facteurs naturels qui rentrent en jeu dans l'appréciation du produit. C'est rigolo. Super intéressant. Du coup, la sextellata est moins précoce, quoi. Elle vient un petit peu après, genre en avril, début mai, Ouais, quoi.
C'est ça, il y a bien 2 mois de décalage entre les deux, Ah hein. oui, quand même. Bah, entre les timings de sortie, ouais, c'est presque 2 mois de décalage. Après, on a aussi des importunats qui vont croître pendant très longtemps. Et donc finalement, si on regarde en termes de timing de fructification, là, on est plutôt sur 3 semaines, un mois maximum de décalage. Mais voilà, ça dépend si on considère le départ de fructification ou la Ok. cueillette, pour apprécier ce différentiel, quoi. Super, super intéressant. Ok. Du coup, en fait, les moriculteurs, ils peuvent cultiver sur des périodes plus longues s'ils proposent, par exemple, les deux espèces, je suppose. Complètement. Bah, c'est une méthode voilà, pour panacher un peu ses dispatchs Maury pour faire durer la saison, en gros. On a à la fois joué sur les variétés, mais aussi joué sur les degrés d'ensoleillement sur son terrain. Ça, c'est voilà, ça permet globalement de diviser par 4 un hectare et d'avoir des Maury sur presque 2 mois. Donc ça, c'est voilà, c'est comme ça qu'on fait. Après, bah, il faut varier les zones d'implantation géographique pour accentuer encore plus ce calendrier, quoi. Ok, ok, trop bien. Pierre, tu es parti en Amérique il y a une dizaine de jours, enfin tu es revenu plutôt d'Amérique et tu es allé dans le cadre donc d'un partenariat de R&D donc avec l'Université du Michigan et un monsieur que tu aimes beaucoup qui s'appelle Gary Mills. Qui est donc un des pionniers de la culture de la Maurie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce Gary Mills et sur votre partenariat? Oui, eh ben Gary, c'est l'ancien associé de Ronald Hauer, donc la personne qui a découvert la culture de la morille il y a plus de 25 ans. Et donc Gary bah, était un des 3 associés, hein. Donc il y avait Ronald, Gary et Jim. Ronald donc est décédé un an après avoir découvert la faisabilité de la culture de la morille. Et donc bah, Ronald, lui, typiquement, il a fait sortir 3 morilles dans un bac, ce qui était bah, la première application de la culture. Et puis donc, bah, comme on le sait, il est décédé peu de temps après. Et Gary a repris le flambeau de la recherche. Il a mis du temps à refaire sortir des morilles dans un bac. Il a mis plus de 10 ans, je crois que c'est 12. Et il a réussi, il a eu gain de cause en s'essayant sur une variété qui n'était pas celle qu'ils avaient en stock. Donc, sous-entendu, euh, les variétés que Ronald avait cultivées avec succès étaient des variétés symbiotiques Ok, de bactéries. Donc, il avait probablement utilisé des substrats non stériles ou incorrectement pasteurisés. Et puis, bah, ça a fait que Gary, il a pataugé pendant quelques années avant de tomber, on va dire, de manière chanceuse sur la Rufo-Brunea, qui est une variété qui nécessite pas de symbiose stricte et qui s'est mis à fructifier de manière prolifique dans un bac. Donc ça, bah ça c'est Gary, hein, qui est à l'œuvre pour cette découverte-là, le fait d'avoir plus d'1,5 kg de morilles dans une barquette, ce qui fait même pas un demi-mètre carré. Donc c'est quand même un, un sacré morceau, on va dire, dans la recherche, forcément. Donc ouais, j'étais bien content de pouvoir discuter avec Gary, même si voilà, il apprécie pas trop qu'on présente Ronald Hauer comme étant l'initiateur de cette découverte. Euh, bon, voilà. Après ça, c'est des humains, c'est leurs appréciations personnelles. eh Mais oui. maintenant, dans le guide de culture qu'on présente, c'est vrai que je mets les deux noms. Parce que le fait de ne mentionner que Hauer pouvait paraître assez indélicat. Alors c'est effectivement, hein, quand même la personne qui a fait la première découverte, mais tout ça est considéré comme Gary comme non viable à l'époque, hein. Et évidemment c'était le cas avec 3 morilles sur une barquette, on va pas aller bien loin. Mais quand même, hein, il faut voilà, moi j'aime bien séparer les choses.
qui a fait quoi. Bon, Oui, bah oui. voilà, il y en a un qui a mis une première carte qui n'est pas des moindres, et puis la deuxième carte, elle a mis du temps à arriver, et effectivement, elle a donné lieu à une application commerciale qui a eu quelques déboires, quelques encombres, on va dire, pour s'installer correctement Ah, ensuite. avant d'aller sur ce sujet, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est que du coup, Ronald Howard, donc, qui est le tout premier gars qui a fait de la morille en barquette, il travaillait à l'époque avec ce Gary Mill. Ouais, Parce tout à fait. Ils étaient déjà associés tous les trois, ouais. Mais alors, comment ça se fait que il ait mis 10 ans à avoir de la répétabilité? Enfin, c'est ça que je comprends pas, parce que Ronald, il a utilisé un process A, et théoriquement, Gary aurait dû savoir utiliser ce process A pour obtenir les mêmes résultats. À moins qu'il y ait eu... Enfin, il y a, en fait, les paramètres donc, que Ronald avait établis pour la toute première culture, ils n'étaient pas définis à l'époque. C'était genre un coup de chance, en fait, si je comprends bien. Ouais, bah c'est ça, c'est ça. En gros, les profils des trois. Bon, Jim, c'était quelqu'un vraiment, on va dire, marketing, marché, tout ça. Donc, c'était pas le scientifique de la bande. Donc, lui, on peut le sortir de l'équation, en tout cas pour l'aspect recherche. Et Ok, donc, on avait Ronald et Gary qui sont deux étudiants en biologie. Donc, ils avaient leur approche chacun de leur côté. Hein, ils étaient associés dans la même démarche, mais ils menaient chacun leur recherche de leur côté. Donc on a vraisemblablement une sorte de compétition, même si ce sont des partenaires. Hein. On le voit à les discussions, hein, c'est quand même des recherches qui ont été menées chacun de leur côté. ok, Donc effectivement, alors on peut pas savoir est-ce que Ronald a eu un coup de chance. Est-ce qu'il faisait de la grosse patouille, on va dire, et que dans un bac, il a réussi à avoir trois morilles. Est-ce qu'il savait la modalité? Est-ce qu'il savait pas? On ne le saura jamais. On ne le saura jamais, puisque lui-même, Gary, il a mis tellement d'années à reproduire la chose que vraisemblablement lui-même ne savait pas, et peut-être même que Ronald ne savait pas non plus hein, pourquoi il avait réussi. ok, Voilà. Donc il avait bien toujours les variétés à disposition. Probablement que le traitement du substrat, il n'en avait pas vraiment, on va dire, une pleine conscience de comment il avait fait. Voilà, il n'a jamais ok, réussi à reproduire les choses telles quelles. Il a fallu une autre variété ok. pour que, enfin, il récidive, quoi. Et Ronald, il a utilisé quoi? Une Importuna, une Sextellata, du coup? Parce que du coup, c'était pas une... On y reviendra sur ce champi, mais c'était pas une Ruffo Brunea, du coup, si je comprends bien la toute première de C'était Ronald. pas une Ruffo. Bon, c'était une Importuna, ouais. C'était une Ok, Importuna ok, classique. ok. Et du coup, Gary Mill, il a quel âge, là? 80 ans, à peu près? Non, pas autant, pas autant. Alors, je connais pas son âge exact, mais il a l'âge, il est, bien par rapport à l'âge français du départ à la retraite, il est largement Ok. au-delà. Et Hein, il pourrait très bien ne plus. Ouais, il continue, ouais, tout à fait. Il pourrait très il, bien être à la retraite, tout simplement, mais il continue à cultiver des champignons. il fait toujours des Euh, morilles? alors non, non, il fait plus de morilles aujourd'hui. Il en fait de temps à autre, on va dire, hein, pour le bon souvenir, on va dire. Ouais, Mais aujourd'hui, non, commercialement, il produit de la pleurote, du chestnut, d'autres champignons. C'est quelqu'un de passionné par les champignons au sens large. Et la Maury, il a arrêté tout simplement parce qu'elle ne rencontre pas son public. Elle n'a pas su rencontrer son public plutôt du fait d'une lacune gustative. ah, Euh, et oui, voilà. Donc en fait, tout se recoupe. C'est que le fait de ne pas avoir réussi à faire cultiver des symbiotiques, de la morille noire, et d'avoir réussi sur la Rufo-Brunea, ça montre bien la précarité qui était celle des bactéries hein, qui sont absentes dans son substrat. ok, Donc bactéries absentes, pas de lipides et donc pas de goût dans le produit fini. Donc pour avoir rencontré deux restaurateurs qui ont eu l'occasion de lui acheter des morilles, effectivement, c'était pas des morilles avec un goût sensationnel. Loin de là, hein, c'était voilà, c'est de l'eau. Hein, moi, j'ai déjà cultivé des morilles sur des substrats inertes.
Et effectivement, ça peut tout à fait avoir aucun goût. Donc, j'imagine bien le ressenti qu'ont eu les chefs à la réception du produit. Donc, forcément, ça peut pas durer longtemps, une histoire comme ça. Même si les morilles sont jolies, qu'elles sont en quantité. S'il n'y a pas le côté gustatif, bah, ça mène à des diminutions de prix de vente, puis à l'arrêt de l'activité, ce qui a eu lieu. Donc, aujourd'hui, ils cultivent d'autres champignons qui sont moins dépendants des bactéries, même si, à mon avis, ça serait souhaitable hein, de commencer à jouer avec ces bactéries. Et puis, ce qui me surprend en fait dans l'équation, c'est que Gary, il a signé un papier scientifique hein, de recherche qui Ouais. concernait justement l'Aputida. Donc, c'est un papier Est-ce que tu qui a peux rappeler quelques années. brièvement pour l'audience ce qu'est la Putida? Bien sûr, bah, l'Aputida, c'est la bactérie symbiotique stricte de la morille noire. Sans cette bactérie, on n'a pas de fructification possible pour les morilles noires, les morilles coniques. Donc, bah, cette bactérie-là, on peut jouer avec la Rufobrunnea, mais on va dire de manière plus générale, on peut jouer avec les bactéries pour apporter du goût aux morilles. Donc Ok, ça, même si la Rufobrunnea, la morille que Gary cultive, n'a pas besoin de symbiose stricte, donc n'a pas besoin de Pseudomonas putida, bah, force est de constater qu'elle a besoin de bactéries quand même pour lui apporter du goût, des lipides, donc sa teneur organoleptique. Donc c'est pour ça que j'étais surpris, euh, il a publié ce papier qui était intéressant. Mais finalement, il a jamais appliqué. Hein, c'était une recherche purement intellectuelle, ok, mais il n'a pas appliqué la chose derrière. Et c'est dommage parce que c'était ça qui allait solutionner son problème gustatif. Donc bon, bah après, on est tous dans le même bateau. On est des êtres vivants qui vieillissons au fur et à mesure du temps. Donc il y a un moment, on n'a plus l'énergie pour à déployer pour mettre quelque chose en place d'aussi bah, impactant, parce que c'est vrai que développer des bactéries, c'est comme faire du mycélium de Maury, on va dire, c'est une autre aventure qu'il faut rejoindre les deux pour avoir un produit de qualité. Mais bon, voilà, admettons peut-être une entre 65 ans et 70 ans. C'est vrai que j'aurais pas la même fougue si j'avais cet âge-là. qui sait? Qui sait? Probablement que ah ben, on sait pas, on verra. Mais c'est vrai que bon, faut de l'énergie pour tout ça et mais j'aimerais bien pouvoir bah, lui apporter ce produit-là pour qu'il puisse tester et voir s'il y a une incidence sur le goût. Et j'ai une très bonne intuition sur la question, mais voilà, j'aimerais bien qu'il refasse un batch avec nos apports bactériens et qu'on voit ce que ça donne, quoi. Alors, est-ce que tu l'as proposé et est-ce que l'expérience elle a déjà été réalisée donc d'ensemencer un batch avec de la Salmonella putida pour la Rufo? Alors, c'est la Pseudomonas putida, mais Ouais. c'est un batch qui est actuellement en cours. Hein. Il est à quelques mètres de moi. Donc c'est quelque chose dont on va tester le caractère gustatif dans à peu près un mois et demi, si tout se passe bien. Donc bah ça on pourra en discuter dans peu de temps. Super En tout intéressant. cas, la variété, en tout cas le mycélium réagit tout à fait bien, à la fois à la confrontation avec la bactérie, mais à la fois sur la modalité qu'on a l'habitude d'employer. Donc c'est vraiment la même chose, avec le côté étonnant de voir un mycélium réagir, fabriquer ses sclérotes, alors qu'il fait bientôt 30 degrés dehors. Enfin, moi, ça me scie Parle-nous-en de voir ça. parle-nous-en de cette histoire, parce que en effet, du coup, en France, on connaît la morille, donc les morilles, devrais-je dire, sauvages, qui poussent et qui forment une sclérote, du coup, en période hivernale. La morille que tu es en train de me décrire là, elle est en train de former une sclérote. À quelle température? Eh ben, en fait, il y a plusieurs mécanismes pour créer des sclérotes. Hein. Il y a plusieurs stress qu'on peut infliger au mycélium. Les coniques, le stress, le premier stress, le stress évident, c'est le froid. Dès qu'on passe sous la barre des 14 degrés, ça y est, on a un départ de stress.
sachant qu'à 10, on est au paroxysme, 8-10, on est au paroxysme, et là, on a vraiment une formation de sclérote assez évidente qui est, en fait, on a un mycélium qui est en surface initialement, et puis le froid invite le mycélium à passer dans les sous-couches du sol, où on dispose de moins d'oxygène, donc on va avoir davantage de CO2, Ok. et ce CO2 induit un stress qui fait former des sclérotes tout au même endroit. Ça, on l'a vu dans la première partie Oui. qu'on a enregistrée ensemble. Et ben ça, on pourrait très bien remplacer ce facteur de température par un autre stress. Par exemple, il y a un autre stress, c'est la collision entre les déflagrations des pods. Donc ça, c'est pareil, ça mène à la même chose, mais c'est un autre mécanisme aussi. Et ben Ok. pour la Rufobrinea, visiblement, c'est un autre stress, hein. Alors ça peut être la confrontation avec un milieu bactérien qui fait réagir comme ça. Ça peut être un degré, une température donnée. Là, effectivement, il fait 30 degrés. On voit des sclérotes se former. Alors, j'ai pas suffisamment d'historique sur cette variété pour dire c'est à 25 qu'elle se met à stresser ou c'est à 30. Ok. Ah, bah, il y a que l'observation sur la longue traîne qui va nous donner ce genre d'informations. Mais vraisemblablement, c'est sûr qu'elle n'a pas besoin de passer en dessous de 14 comme les coniques pour commencer un stress. Euh, voilà. De plus, je sais à la discussion avec Gary que cette variété va débuter sa fructification à partir du moment où elle a faim, elle a fini de consommer sa nutrition. Donc dès lors que le sac qu'on lui a posé au-dessus de manière exogène sera consommé, et ben paf, elle va stresser, ça va démarrer sa fructification. Ce qui n'est pas du tout le cas des variétés coniques. Ok. Donc voilà, Su- comportement su- différent. Super intéressant. Et du coup, là, tu vas voir des fructifications de morilles en été. Alors, je sais pas exactement quand tu vas les récolter, août, septembre, quelque chose comme ça? Bah, c'est fin d'été au premier refroid. Typiquement, ça va être fin août, Ok. puisque bah, il faut toujours ce délai là de 2 mois et demi, 3 mois pour démarrer une fructification. C'est un délai incompressible. Ok. Euh, et puis, bah, passer ça, bah, voilà, dès qu'on est en butée de nourriture, paf, ça va commencer. Donc, les mécanismes exacts, bah, on va les surveiller avec les capteurs qu'on utilise habituellement. Donc, est-ce que c'est réellement le refroid comme appliqué chez Gary, qui va déclencher la fructification. Enfin, Gary, c'est à la fois un refroid, mais aussi une coupure nutritive, c'est-à-dire qu'il a des barquettes connectées sur du semis qui est en dessous. Il arrache en fait ces barquettes, hein, donc il coupe l'accès au semis à sa nutrition pour ensuite Ok. mettre la barquette qui est littéralement pleine de sclérotes pour la mettre à fructifier. Donc évidemment c'est très stressant pour le mycélium. Donc c'est forcément une des explications au démarrage de la fructification. Mais après bah évidemment fructifier par 30 degrés c'est pas souhaitable pour les champignons, en tout cas pour leur teneur en eau. Donc le refroid je pense que c'est un phénomène naturel qui est Ok. assez indiqué pour la survie des champignons quoi. Tu sais que j'ai toujours cru que la coupure nutritive entre le mycélium et sa poche nutritive, c'est ce qui était un des principaux facteurs de fructification. En fait, moi, avant de te rencontrer, le peu de connaissances que j'avais sur les morilles, j'avais lu donc les travaux de Gary et aussi un livre, purée, j'ai plus de Trade Cotter qui lui a fait du test de culture de Mori sans parvenir à faire de fructification, donc en intérieur. Et il parlait aussi de ce mécanisme de coupure, tu vois. Mais je savais Ouais. pas qu'il était spécifique du coup à la Ruffo. Pour la morue noire, tu vois, les sacs, on les enlève à la vue des premières primordiales. Sous-entendu, c'est pas la retrait des sacs qui a fait le démarrage de la fructification, mais on les retire quand même pour laisser l'espace disponible à la fructification. Parce que mécaniquement, les sacs prennent de la place. Donc, Ok. si on retire les sacs de manière, je sais pas, 15 jours avant, par exemple, avant que la fructification se passe, ça va rien faire. Parce que tout simplement, on n'a pas les prérequis de température sol. C'est vraiment cette température sol qui induit une évaporation à la surface qui va faire la fructification. Le retrait des sacs, ça va éventuellement amplifier le phénomène. C'est ce qu'on préconise nous dans le guide de culture, c'est
c'est de retirer les sacs à la vue des premières primordiales, comme ça amplifie. C'est un stress, hein. On retire la nutrition. Bon, à la sortie de 6 mois de processus, il reste pas grand-chose de cette nutrition. Donc parfois elle est vidée, parfois elle est contaminée. Donc finalement, un coup sur deux, c'est pas tant un stress, c'est plutôt souhaitable de retirer cette nutrition qui était, qui peut aussi induire un stress. Je sais pas si on a un sac qui est plein de trichoderma, par exemple, on va observer des morilles qui sortent plus tôt sur ces endroits-là parce qu'ils sont Ok, plus stressés plus rapidement. Donc, ok. il y a beaucoup de notions de stress, hein, dans cette activité. Les champignons, ils se font stresser tout le temps. C'est un dur métier pour eux. Pour eux, c'est stressant pour eux, mais pas pour nous, ça va. Ouais, ouais, pour nous, ça va. Et pour continuer sur la nutrition des champignons, donc tu nous parles de cette bactérie, donc Pseudomonas putida. Euh, est-ce que est-ce qu'on peut la cultiver? Est-ce qu'on peut faire en sorte que nos parcelles soient cultivées de manière à améliorer donc la production de cette bactérie pour améliorer par la suite la production de morilles? Et est-ce que finalement, le fond de la question, c'est est-ce qu'on peut semer, imprégner cette bactérie donc dans le sol, finalement comme on sèmerait une plante ou comme on mettrait de l'engrais en fait? Est-ce que ça marche comme Ah ça bah dans... oui, 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 tout à fait, hein. De toute façon, dans les années à venir, je pense que de plus en plus d'engrais de synthèse, hein, des engrais phosphatés, vont être remplacés par ces bactéries, puisque on arrive même à faire des modifications génétiques sur des plantes, sur des racines des plantes, pour qu'elles puissent bénéficier de davantage de bactéries du sol, sous-entendu apporter de la performance sans avoir besoin avoir d'être recours en... à des phytos. Donc Ok, ça c'est des révolutions qui vont avoir lieu dans les 10 prochaines années. Ça va révolutionner l'agriculture, hein. Donc typiquement, on peut dupliquer ces bactéries de plein de manières différentes. Donc c'est là où ça apporte de la complexité et de l'intérêt à l'activité, c'est que ces bactéries, voilà, on peut pas les traiter n'importe comment. Euh, C'est-à-dire qu'il y a déjà des produits qui existent, hein, qui ont l'appellation Pseudomonas putida, et c'en est. ok, C'est simplement que ces produits, ils ont une péremption telle que l'application, l'utilisation de ces produits donnera rien, puisque les bactéries auront du mal à reprendre vie à partir du moment où elles ont été déshydratées, par exemple, et mises en poudre ou en pelée. ok, Ça, c'est typiquement un produit qui va avoir une durée de vie de 10 jours, 15 jours. Et derrière, tout le sac, du fait de l'humidité contenue dans l'air, va se retrouver avec des bactéries oxydées par l'oxygène et l'humidité. Donc ça, ok, tout ce genre de produit, bah, malheureusement, c'est du produit en l'air parce que d'ailleurs, si on demande aux fabricants, ils le disent, utilisez ça vite à réception parce que eux le produisent, c'est vivant à la sortie du labo. Par contre, déjà, ça se prend un ensachage et un transit. Ensuite, l'exploitant, soit il l'utilise tout de suite, soit ça va être compliqué, quoi. Donc, flux voilà, tendu. ce genre de, c'est ça, c'est du flux tendu, c'est des produits qui n'ont pas vraiment d'application directe, hein, parce Ok, qu'un produit qu'on peut utiliser que 15 jours, franchement, c'est compliqué. Donc ouais, voilà, tout ça pour dire que en dupliquant correctement ces bactéries, on peut arriver à les faire transiter vers un exploitant et inoculer son sol pour préparer une culture de la morille ou d'autres champignons. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on s'attelle à la fois, on a réussi à dupliquer cette bactérie de manière stabilisée pour qu'elle ait une durée de vie de plusieurs mois. Donc ça, ça rend l'application satisfaisante. Et puis, ensuite, on va s'atteler à grossir les rangs de ce spectre, de cet éventail de bactéries, ok, puisque même si la Putida, c'est la symbiose stricte, et donc elle est au cœur du dispositif, il y a un faisceau de plein d'autres pseudomonas qui vont agir sur la qualité organoleptique du champignon, et pas que de la ok. morille d'ailleurs. Donc ça c'est un peu le cheval de bataille de ces 2 dernières années. Et puis, on n'est pas prêt de sortir de ça parce que c'est passionnant. Et puis, pour définir ce cocktail de bactéries, il va se passer un certain temps. Il y a plusieurs acteurs des laboratoires de recherche en France, en Suisse, qui travaillent avec nous.
pour mettre en place, pour tester déjà chacune de ces bactéries de manière isolée, et ensuite donner lieu à la fabrication d'un cocktail qui soit performant. Probablement, on peut l'imaginer d'ailleurs, un différent cocktail pour chacune des variétés qu'on cultive, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles bénéficient toutes des mêmes bactéries. Ça serait trop facile. Ok. Donc voilà où on en est. Ah oui, c'est vraiment un travail extrêmement spécifique. Si vous arrivez à mettre en place un cocktail bactérien spécifique pour chaque souche, ou au moins espèce de mori, effectivement, ça ferait, ça serait quelque chose de beau, ouais. Et Bah, c'est là où, voilà, où le labo, que nous, avec nos moyens, on arrive à cultiver une bactérie à la fois. Voilà, c'est déjà pas mal, on va dire, pour asseoir la faisabilité de la culture. On va dire niveler les chances que tout le monde a pour avoir les mêmes résultats. Mais après, bah, il nous faut des laboratoires pour avoir déjà accès à beaucoup plus de variétés de bactéries connues. Et ok, puis, bah, faire ces tests, il faut arriver à produire chacune de ces bactéries pour faire un liquide exploitable. trop intéressant. Et du coup, là, la Salmonella putida, c'est une bactérie qui est donc anaérobie, donc qui pousse en absence d'oxygène. Mais du coup, quand on prépare un sol pour la culture des morilles, il y a une forme d'aération qui se fait à un moment. Donc, est-ce que c'est pas un peu paradoxal pour la culture des morilles? Parce que la morille, Alors, dis-nous tout. la Pseudomonas putida, elle a besoin d'oxygène hein, pour vivre. Ah, C'est une ok, bactérie aérobique. Elle n'est pas stricte dans le sens où il lui faut de l'oxygène, mais pas trop. ok. Donc, C'est une question de on va dosage, quoi. ouais, c'est exactement ça. C'est un petit peu comme une variété de morilles où on va régler le curseur symbiotique, ça profite. Et ben là, là c'est pareil pour le niveau d'oxygène qu'on lui inflige. C'est par exemple pour la dupliquer, on n'a pas besoin de la même quantité d'oxygène que pour l'utiliser, tout simplement pour qu'elle se fasse manger par le mycène de Mori. Donc ce qu'on veut, c'est qu'elle imprègne la couche superficielle du sol, mais qu'elle ne reste pas en superficie du sol. Parce que si on la dépose juste en superficie, là, elle va s'oxyder. Hein, il y aura beaucoup trop d'oxygène. Et elle va s'oxyder, elle va mourir. On n'aura pas cette bactérie, le mycélium de Mori ne pourra pas en profiter. Donc, pour l'appliquer, cette bactérie, il y a plusieurs choses à respecter. Il y a ça, déjà le fait de faire des arrosages suffisamment copieux pour que ça pénètre, on va dire, les 25 premiers centimètres du sol de manière homogène, hein, pas la déposer en surface. Et puis Ok, après, on a une notion qui est importante, c'est que on va devoir utiliser ce qu'on appelle un venturi. Donc les venturis, c'est des tuyaux d'aspiration qu'on vient greffer sur un tuyau principal d'irrigation. Mais ce Venturi, on va le mettre au dernier moment, on va dire, du cheminement de l'eau. On va certainement pas, en tout cas, faire passer la solution bactérienne dans des ok, rouages de pompe. Il ok, nous faut une ok, pression qui soit la moins importante possible. Une pression de 1 bar, c'est OK. ok, Le moins zigzag possible dans les tuyaux. On va pas utiliser, par exemple, un Varmorel, donc un pulvérisateur à dos qui va te mettre une pression quand même forte et qui va disloquer l'enveloppe des bactéries. Tout ça, Ah, voilà, elle est ça c'est vraiment pareil. fragile quand même, la Pseudomonas, Ah hein. ouais, ouais, ouais. Ok, Ah, complètement. Si on la fait passer dans une pompe, par exemple, là, 90% des cellules vont être éclatées et on va juste dilapider des lipides sur sa surface. Ça va ok, nourrir des pathogènes assez rapidement. Enfin, finalement, on va se tirer une balle dans le pied. Donc, ok, comme quoi, c'est précis, hein, ces choses-là. C'est des choses qu'on voit pas à l'œil nu, mais ça peut être dramatique juste parce qu'on a utilisé une crépine d'une pompe plutôt qu'un venturi. Bon, voilà. Donc c'est des choses qui sont mises en rouge, surlignées dans le guide de culture parce que c'est bête et méchant, mais on peut ruiner le produit assez facilement comme ça. ok, ok, super intéressant. Euh, J'aimerais bien qu'on retourne en Chine et puis en Europe euh, pour sélectionner des souches de Maurice qu'ils font en Chine. J'ai vu ils les testent en fait en culture intérieure. Donc tout contrôler, les paramètres, les capteurs, etc. La température de la barquette, tout ça.
Et j'ai vu aussi qu'il y avait The Danish Morel Project, donc des Danois qui font ça, qui ont également développé une méthode de culture indoor, donc en intérieur. Les premières cultures de Gary, elles étaient aussi en intérieur. Et donc, j'aimerais bien savoir, toi, ce que tu penses de la culture intérieure et si elle peut avoir un intérêt commercial en France. Ok. Alors, déjà, il faut savoir que toutes les applications de culture intérieure sont restées à échelle modeste, hein, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou au Danemark. À chaque fois, c'est resté tel quel en gros, hein. Donc, il n'y a pas eu de scalabilité. Alors, bon, bah, aux États-Unis, pour des raisons gustatives. En Chine, en fait, ça va être les mêmes considérations qu'au Danemark ou en France. C'est-à-dire que ça coûte cher, hein, de faire une culture en intérieur. Donc c'est chouette d'arriver à cet aboutissement technique, mais ça coûte cher. Ça fait moins de morilles au mètre carré et ça fait potentiellement plus facilement des morilles qui ont moins de goût. Sous-entendu, les bactéries vont avoir du mal à survivre dans des milieux trop oxygénés, comme un substrat hors sol. Ok, Et forcément, ça induit plus d'oxygène, donc plus de stress oxydatif, et donc moins de disponibilité des bactéries, et donc forcément des morilles qui ont moins de goût, puisque même si on a un niveau suffisant de survie pour assurer une fructification pour certaines variétés, hein, toutes les variétés se cultivent pas en intérieur, et ben on va avoir un goût qui va être décevant. Ou alors il va falloir faire des réassorts de bactéries à intervalles réguliers, ok, ce qui induit encore une fois des manipulations humaines, donc des coûts. Donc tout ça, sans parler de la climatisation ou du simple transbahutage de tous ces bacs, de tout ce substrat. C'est voilà, tout ça, ça coûte cher. Donc les Chinois font ça, les Danois font ça, comme les Américains. Mais alors je pense qu'il y a quand même un intérêt de le faire s'il y a maîtrise, sous-entendu. Si on peut traquer le niveau de population bactérien pour avoir un produit qui a bon goût, bah, on pourrait éventuellement agrandir un petit peu des saisons. Sous-entendu, bah, pourquoi pas la commencer début février, parce que bah, les chefs commencent à demander des morilles début février, puisqu'ils ont été habitués à la mondialisation et à la ok. disponibilité du produit importé. Donc forcément, si en local on est capable de leur offrir des morilles à cette échéance-là, bah, ils préféreront les morilles locales. Donc D'accord, c'est intéressant, même si c'est pas non plus le nerf de la guerre, hein. On va peut-être rajouter 2 semaines à notre calendrier de vente de morilles avant et pourquoi pas après. Mais il faut savoir que passé le week-end de Pâques en France, la demande de morilles s'effondre complètement, hein. Il n'y a pas d'intérêt à avoir des morilles trop tard, puisque ça ne se vendra plus. Il fait déjà chaud en gros. Le soleil arrive, les gens ont autre chose en tête que les champignons, euh, qui est plutôt voilà un plat de sortie d'hiver ou des ok. choses qu'on mange en sauce. Donc voilà, il y a vraiment un fait culturel qui est limitant pour cette application de culture en intérieur. Même si c'est vraiment chouette, hein, ça permet d'avancer, on va dire, sur la technique plus rapidement que d'attendre à chaque fois un an, hein, ce qui était nous notre rythme depuis le début, c'est des tests annuels de mise en culture en extérieur. Bon, bah, avec la carte culture intérieure, c'est vrai qu'on peut tester des choses plus rapidement. Ça prend toujours 3 mois, hein, mais c'est quand même vachement plus rapide qu'une Mais annuité, quoi. ok. Et du coup, pour revenir à cette question, donc, tu te dis donc que la culture intérieure, elle peut permettre d'élargir la proposition de Maury sur l'année en termes temporels. Mais du coup, est-ce que la Ruffo Brunea en France, en fin d'été, ça a un intérêt commercial? Est-ce que tu peux la cultiver en hiver pour proposer une autre variété? Euh, ou alors est-ce que c'est vraiment à titre plaisir expérimental que toi tu la cultives? Moi, personnellement, bon, c'est pour le plaisir, hein, déjà que je fais ça. Après, pourquoi pas avoir une morille de septembre, par exemple, ou septembre-octobre.
puisqu'en septembre-octobre, bah, le français, l'européen, on va dire, va commencer à s'intéresser aux champignons et à la morille. En général, c'est plus pour la semer, mais déjà, psychologiquement, on est déjà dans une démarche d'avoir envie de champignons. Donc c'est vrai que pourquoi pas proposer une morille, puisque elle pousse aussi naturellement à cette échéance-là. Hein, même si c'est nettement moins que les variétés printanières, mais voilà, elle existe hein, dans la nature. Donc à partir de ce fait biologique-là, forcément, on peut aller voir un étoilé puisque bah, c'est la saison. Hein, même il ne le sait pas, bah, il va falloir le sensibiliser à la question. C'est une morille d'automne qui trouvera son public, même si on ne peut pas imaginer que ça vienne s'entrechoquer avec le besoin de la morille printanière, hein, qui est vraiment incommensurable. D'ailleurs, c'est des appels de chefs tout le temps. Euh, à l'automne, il n'y a pas de chef qui nous appelle. Donc, on voit bien qu'il y a un fait culturel qui est quand même bien ancré dans les têtes. Donc dans ce sens-là, la morille d'automne, elle va pas bouleverser le marché, Ok. mais elle trouvera forcément preneur, hein, on imagine bien. J'imagine aussi. Et pour continuer sur le goût, les chefs, etc. Enfin, donc, on sait que pour les gens, on a pu le voir hein, avec l'expérience de Gary Mill, que le goût d'un champi, c'est quand même important, voire très important, voire c'est pas une option. Euh, c'est les morilles, donc, qui interagissent avec la Pseudomonas putida euh, donc, ça leur sert certaines à activer la sclérotification, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, à produire des fruits. Pour d'autres, c'est en cours de test avec la Ruffo, ça lui permet d'avoir du goût. Donc, de ce que j'ai compris, c'est que ces bactéries apportent une source de lipides qui est potentiellement, probablement, pas le centre du goût, mais un élément qui fait que les champignons développent certaines molécules organoleptiques qui fait que ça leur donne du goût. Alors, ma question, c'est, est-ce qu'il n'y a que cette bactérie qui influence le goût? Euh, Tu vois, moi qui cultive en intérieur sur des substrats donc qui sont soit pasteurisés, soit stérilisés, donc qui contiennent peu de bactéries, est-ce que selon toi, selon ton expérience, ton idée, est-ce que je peux compenser on va dire ce manque de bactéries, le manque de présence de bactéries, en apportant des composés lipidiques? Là, tu vois, je pense par exemple à du pelé de tourteau de tournesol, par exemple, qui a un indice lipidique élevé. Voilà, question un peu ouverte sur le Euh, gras et le goût ok, des champis. bah, le gras, c'est la vie. Donc effectivement, les lipides, elles vont apporter le goût. En tout cas, une partie du goût. Il y a pas que ça, mais c'est quand même en grande partie ça. Voilà, comme je disais tout à l'heure, si on est sur un substrat inerte, sans bactéries, donc sans lipides, et qu'on vient imposer des sacs nutritifs, donc une source carbonée, on va produire des morilles qui n'ont pas de goût. Sous-entendu, le contenu du sac, tous ces grains vont pas apporter grand-chose dans l'équation. C'est pour la puissance, on va dire, le rendement, la taille des morilles, tout ça, mais pas le goût. Le goût, c'est vraiment tout ce faisceau bactérien. Et donc, pour répondre à ta question, la Pseudomonas putida colporte des lipides. Effectivement, ça va déterminer une partie du goût. Celle-ci, c'est la symbiose stricte. Donc, elle débloque, on va dire, le caractère fructifère de la morille. Donc, elle est importante pour ça. Mais par contre, elle n'est pas seule. Si on la cultive seule, bon, on va avoir des morilles avec un bien meilleur goût que si elle n'était pas là, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, si elle était en faible quantité dans le sol. Sans elle, il y aurait rien. Donc, plus il y en a, plus on va avoir du goût. Par contre, c'est souhaitable, hein, c'est souhaitable d'avoir un faisceau bactérien plus large pour compléter ce panel organoleptique. Donc après, ce sont des chefs hein, qui vont apprécier le avec ou sans telle ou telle bactérie dans le cadre de dégustation à l'aveugle, puisque bah, nous, on n'est pas capable hein, d'apprécier ça à part en sentant les champignons.
on peut avoir déjà un premier aperçu de l'incidence d'une bactérie. Donc Mhm. ça, c'est voilà. En gros, à la récolte, on va pouvoir se dire, ça sent bon. On va passer à l'étape dégustation à l'aveugle. Voilà, le fumé de la morille est quand même un sérieux indicatif du goût qu'elle va avoir derrière. Ok. Même si pour comparer une bactérie à une autre, je ferai appel à des chefs, puisque je serais pas capable. J'ai pas le palais suffisamment développé pour apprécier ça. Ok. Enfin oui, après le goût, c'est une histoire quand même qui reste subjective, mais pas tant. Pas tant. Chacun va Bah apprécier. ouais, moi je pense qu'avec un palais vraiment développé, avec une amplitude d'analyse, forcément, hein, c'est un peu une cartographie mentale. Quand on a l'habitude de jouer avec les goûts, on sait tout de suite hein, dans quelle catégorie ranger des morilles. On va d'ailleurs en profiter pour faire parler un peu les chefs, pour leur faire expliquer un peu le prisme de telle ou telle variété, de tel goût pour telle ou telle variété. Comme ça, on mettra en valeur ces variétés du fait d'une description faite par un chef. Ça me semble pas mal indiqué pour le métier qu'on est en train de faire, quoi. Ça me donne faim, ce qu'on raconte là. Ouais, ça, midi approche là. C'est ça. Et du coup, toujours pour rester sur le thème de la nutrition, euh, est-ce que les sacs donc qu'on donne à manger aux morilles, donc qui sont constitués de grains principalement, qui servent aussi d'énergie pour la formation des sclérotes, est-ce que ces sacs-là, ils influencent aussi la qualité gustative des morilles? Eh ben, juste avant, je disais que non, mais finalement, indirectement, eh ben, je dirais que oui. Comme quoi, on peut se contredire à même pas 30 secondes d'intervalle. Mais le fait qu'on pose un sac comme ça, s'il y avait pas de bactéries, bah effectivement, ça va pas donner un goût incroyable au mori. Et le fait qu'on ait des bactéries dans le sol, ces bactéries vont grimper dans le sac et vont Ah, ok. dégrader ce sac de la même manière qu'elles dégradent la matière organique du sol. Elles vont dégrader l'enveloppe d'une céréale, par exemple, de manière bien plus approfondie que si elle n'était pas là. Donc le sac, comme le reste du carbone disponible, va se faire dégrader par ces bactéries, et sera converti par ces bactéries en lipides et donc participera aussi au goût. Ok. Ok. Donc finalement, je dirais oui. Ok. Pour finir sur le gras, ben justement, tu vois, tout ce qu'on disait sur le gras, même au niveau du premier épisode, des échanges qu'on a eus, j'en ai parlé avec Titouan, un cultivateur donc, de champignons qui fait ça sur sac stérile, pleurote, foliote, etc. Et ben, il m'a dit qu'il avait vu une différence de goût lorsqu'il avait utilisé justement ce tournesol, tu vois. C'est là où moi ça fait écho dans ma manière de cultiver, peut-être que le fait d'ajouter des lipides bon, d'origine végétale, hein, du coup, peut-être que ça fera une différence sur le Oh, goût oui, c'est sûr, des c'est cultures. sûr. Pour la pleurote, d'ailleurs, c'est pas la première fois que j'entends ça, hein. Les lipides sont intéressantes pour le rendement aussi, hein. Il me semble que ça agit voilà, comme matière énergétique, quoi, hein. Ça va avoir une incidence sur le rendement aussi. Donc, Oh, ok. ouais, ouais. Alors, bon, je suis pas spécialiste de la pleurote, mais voilà, c'est la deuxième fois ou troisième fois que j'entends Ah, interaction lipidique pour le pleurote. Oui, je pense que ah, c'est le cas. ok. Bah, je ferai les essais et j'en tirerai des conclusions. Revenons au champ un peu. Euh, Toi, tu as récemment mené une expérience donc de prévention avec des granulés anti-limaces donc sur les parcelles pour éliminer les limaces finalement en amont de la culture euh, des, des, des morilles. Mais finalement, t'as eu un autre champignon qui est apparu. Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous dire plus de cette expérience? Qu'est-ce que tu en as tiré comme conclusion? Est-ce qu'il y a d'autres parasites ou champignons qui sont vraiment dangereux pour la culture des morilles?
Ok. Alors le Dactylium d'Android, c'est un dégradateur du vivant, hein, qu'il y a dans les sols partout sur la planète. C'est tout ce qui va dégrader des choses mourantes. Donc Ok. ça, bah, c'est à prendre en considération effectivement, puisque ça peut dévorer une récolte de manière assez spectaculaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour apprécier le risque et la pression de ce pathogène? Euh, alors justement, bah, l'antilimace que tu as cité, la phosphate ferrique, qu'est-ce que c'est? C'est du fer, hein, c'est l'oxyde de fer recouvert de farine. Pourquoi c'est fait comme ça? Bah, la farine, elle est appétante pour les limaces qui vont absorber cet oxyde de fer et ça va agir comme un coupe-faim. Elles vont mourir de faim dans les jours qui suivent. Euh, donc ça, bah, cette farine, elle est évidemment attractive pour tout un tas de choses, dont le dactylium. Et donc si l'exploitant dans le cadre d'une application bon élève, c'est-à-dire bah, je veux régler mon problème de limace avant que Memory arrive, il va être conduit à épandre ces granules trop tôt, hein, par exemple 15 jours ou 3 semaines avant la sortie effective des Memory. Et ben là, alors certes, on va avoir une incidence sur les limaces, c'est chouette, mais par contre, toutes les granules résiduelles vont devenir des habitats, des checkpoints à des pathogènes comme le dactylium. Donc le dactylium va grimper, donc il remonte hein, dans le sol, en surface, et il chope ces granules et il va en créer des points d'ancrage comme ça. Et ça, c'est très dangereux puisque bah, 3 semaines après, les morilles arrivent. Et le mycélium étant déjà prépondérant à la surface, ah bah il va profiter de la moindre occasion, c'est-à-dire oh, un petit peu trop d'eau, une précipitation un petit peu forte. Donc là, les morilles se retrouvent dans une situation de précarité, puisque quand elles sont petites, elles ont un ressuyage faible, hein, une capacité, un tampon faible de ressuyage. Donc elles vont vite être inquiétées par tout pathogène, hein, la cyanobactérie par exemple, qui va infecter par l'eau stagnante les champignons, bah ça c'est le premier vecteur de la contamination qui ensuite donnera lieu à une consommation par le dactylium. Donc tu vois, la cyanobactérie et les dactyliums, c'est les deux pathogènes de la morille, mais ils vont arriver à partir du moment où on a fait une erreur. Ok. Il n'arrive pas comme ça, donc on peut vite se dire oh là là j'ai eu un problème de dactylium. Non, en fait c'est pas ça. C'est j'ai eu un autre problème. J'ai eu soit un comportement euh, de traitement avec les granules qui est pas adéquat. Hein. On traite les granules, c'est très efficace pour les limaces, mais c'est à la vue des primordiats, c'est jamais avant, parce que si on le traite avant, on perdra la course contre le dactylium. C'est une course. Hein. Donc si on traite les limaces pile au moment où on voit des primordiats, les morilles vont grandir. Elles vont être suffisamment grandes lorsque le dactylium va commencer à consommer les granules. Il sera trop tard pour le dactylium. Les morilles seront suffisamment dodu et musclé pour arriver à se tirer la part du lion dans cette affaire. C'est pareil pour la cyanobactérie. Si on a des morilles qui ont poussé rapidement, on ne sera pas dans un scénario de stagnation d'eau. Donc là, il y a aussi d'autres facteurs comme le fait d'avoir fait des buttes de culture suffisamment hautes pour être hors d'eau, puisque ben, au Ok. printemps, on peut avoir des précipitations, je sais pas, 30 millimètres qui tombent. Ben là, c'est sûr que le sol, pour essuyer, il va mettre quelques jours. Donc, si on n'a pas créé de butte de culture, ben, les morilles elles vont littéralement baigner dans l'eau et dans l'eau stagnante qui va ensuite accueillir la cyanobactérie et puis tout dézinguer. Donc voilà, pour ces deux pathogènes, ce sont des pratiques, des bonnes pratiques de culture qui vont arriver au bout de ces deux-là, quoi. Hein. Ok. Le fait de régler un problème de limaces, par exemple, de traiter correctement pour les limaces, ça va faire qu'il n'y aura pas de cicatrices sur les morilles, puisque les limaces vont manger ci et là des petits bouts de morilles. Ces cicatrices vont être infectées par le dactylium. Donc, si on n'a pas de problème de limaces, on n'aura pas de problème de dactylium. Voilà, tout ça est tout à fait maîtrisable, mais il faut en avoir conscience évidemment. Moi-même, encore l'année dernière, j'ai été en train de traiter par anticipation pour ces limaces, et c'était la dernière fois forcément.
puisque puisque ça, bah, rétrospectivement, il nous a fallu 3 ans pour le comprendre. Qu'on invitait nous-mêmes le dactylium. Alors, il était toujours là le dactylium, mais on le stimulait outre mesure en ayant une mauvaise pratique de traitement. Donc malheureusement, ça n'a pas mis trop de personnes en difficulté, mais voilà, ce genre de petit ajustement, c'est primordial, quoi. Super, super intéressant le retour. Continuons un peu sur la contamination. Tu sais, moi, il y a quelque temps, je t'ai envoyé une morille clonée qui finalement s'est Oui. révélée être bah, une magnifique contamination. Voilà, je t'ai envoyé de la contamination. Et ma question, c'est est-ce que tu aurais des conseils pour cloner les morilles, qui sont quand même des champignons un peu particuliers par leur forme, qui sont plutôt creux? Et est-ce qu'il y a une spécificité sur l'aspect du mycélium pour savoir le reconnaître? Parce que moi, typiquement, moi, j'avais prélevé de cette contamination et rien d'autre. Et j'étais persuadé de t'envoyer une morille. Bah oui. Alors, en fait, pour prélever sur une morille. Alors globalement, c'est un peu pareil que sur un autre champignon, mais comme on est sur un champignon à parois, bah forcément, on a moins accès à de la matière. C'est-à-dire qu'un champignon de pareil, par exemple, pour accéder à son mycélium, bah on va le scinder en deux et on va prélever un morceau de tissu en son centre. Bon, puisque bah, le champignon de Paris, il va commencer à se dégrader par les parois extérieures pour finalement finir sa dégradation à cœur de champignon. Bah, pour la morille, c'est vachement plus éclair, hein, on va dire, sa dégradation, puisqu'elle n'a que la couche superficielle. Donc forcément, à partir du moment où elle commence à se dégrader, c'est fini. Donc là, le champignon que tu as prélevé, il était trop tardif, c'est-à-dire qu'il était déjà mort en réalité. Hein, Ok, d'un point de vue humain, on voit la morille, elle est jolie, on la coupe, on la mange. Mais alors peut-être qu'elle aura moins de qualité gustative à partir du moment où elle est contaminée, probablement. Mais en réalité, bah, cette morille, au sens génétique, elle était déjà morte, ok, donc dégradée par le. Alors celui-ci, c'était le Rhizopus stolonifère. Donc c'est un autre dégradateur qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les panières de fruits, en train de se décomposer. Si on oublie des fruits dans une panière, on va avoir ce petit duvet orné de plein de petits picots là qui se font des spores. Ça, c'est typique du Rhizopus stolonifère. Donc pour la morille, c'est pareil, on va le retrouver dans la forêt en train de dégrader des morilles à droite à gauche. Donc quand on les prélève trop tard, eh ben c'est face à ce genre de contaminant qu'on va faire face. Hein, donc c'est souhaitable de prélever des spécimens plus tôt dans la saison avec moins de température. C'est pareil, hein, ce genre de pathogènes, on va les avoir quand même avec des températures au-delà de 15 degrés. Donc c'est préférable d'être précoce, on va dire, dans ces fonctions naturelles pour ne pas avoir à faire un travail de nettoyage derrière qui soit colossal. ok. Voilà, voilà. Alors à quoi ça ressemble le mycélium de Maury? Bon, je mettrai une photo dans les commentaires de la vidéo, comme ça ce sera plus parlant. Merci, ouais. Euh, et alors en gros les ifs du mycélium de Maury, alors si on peut les comparer par exemple avec un mycélium un peu plus connu qui est celui de la pleurote, celui de la Ouais, pleurote, il fait des ifs qui partent un petit peu du centre, hein, qui sortent un peu du centre pour aller coloniser l'extérieur. Alors même si pour la pleurote c'est très grossier par rapport au mycélium de Maury qui est très fin, c'est un peu la même chose. Le contaminant qui est le Rhizopus par exemple, ou le dactylium, lui, il arrive vraiment, on va dire, son cercle de propagation est très uniforme. Il va pas y avoir ok, de brin d'if qui sort. Hein. En fait, la Maurice, c'est une colonisatrice, donc elle va forcément, c'est comme si on sortait les bras pour aller chercher loin en faisant le crawl, tu vois. ok, Ça va chercher loin toujours, et donc on n'a pas une ligne de front qui est homogène. On a quelque chose qui est assez en dents de scie, un peu comme la pleurote, mais en plus fin. Donc ça, bah, on le verra sur la petite image que je vais mettre en commentaire. Super intéressant. Ben, merci beaucoup. Et écoute, j'espère qu'à la saison prochaine, je pourrai te renvoyer cette souche de Maury de manière
ben, pas t'envoyer un contaminant, quoi. Euh, Bah, avec plaisir. p- pour revenir à l'aspect un peu de sélection des souches. Donc, en Chine, on a vu qu'ils faisaient dans des petits bacs, etc., en intérieur, tout ça. Et vous, personnellement, à Ceramica, comment est-ce que vous sélectionnez une souche pour la commercialiser? Comment si vous savez si elle a un potentiel commercial finalement? Ah ben, en fait, toutes les souches dont on dispose au catalogue sont mises en culture. Donc ça, c'est important puisque ça va déjà, on va les voir évoluer dans le temps. On va les confronter à différents aléas météo. Voilà, c'est important pour connaître véritablement chacune des lignées qu'on cultive. Alors après, comment on les sélectionne? Eh ben, dans cette mise en culture du catalogue, eh ben, on les compare. On les compare, que ce soit pour ses qualités gustatives, mais aussi pour le nombre de spécimens qui sort, pour le poids de chaque spécimen. Tout ça donne lieu à des notations. Donc il y a une grande grille, on va dire, de notes. Hein. C'est comme un grand concours annuel. Et Ok, puis, bah, d'une année à l'autre, des variétés qu'on connaît peuvent gagner des points ou en perdre en fonction de comment elles réagissent à différents éléments, à différents facteurs. Et donc, bah, chaque année, il y a des nouvelles souches qui rentrent dans le jeu. Et puis, bah, c'est comme ça que qu'elles sont notées. Et puis, alors, il faut minimum 3 ans pour qu'on mette une souche en production. 3 ans de test. Euh, Souvent parce que il faut les nettoyer déjà dans un premier temps, parce que quand on prélève une variété dans les bois, elles sont empreintes de leurs propres spores, bien souvent. Et donc ok. ça, bah, les spores, c'est la descendance. Donc la descendance, c'est les enfants. Ils ont pas forcément les mêmes qualités que les parents. Donc bah, quand on a des morilles adultes comme ça, il faut faire plusieurs lignées pour choisir ensuite la lignée qui apporte le plus de satisfaction. Et voilà. Et ça fait une passe de nettoyage annuelle et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et à la fin, bah, à la fois on a nettoyé la lignée, mais en plus on l'a vu confronté à plusieurs facteurs météo. Donc là, on la connaît, quoi. Au bout de 3 ans, on la connaît. C'est là où on a confiance et qu'on peut, si elle a des bons résultats, la mettre en production chez tout le monde. Donc bah, ça, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans. Hein. Ah, super intéressant. Et du coup, enfin, les morilles que vous rentrez en thèse, vous les cultivez, je suppose, sur des petites surfaces. Vous faites pas ça sur la Ouais, même quantité de ouais, mètres c'est 10 carrés mètres, que... 10 mètres carrés par souche. Et pour être transparent sur celles qui apportent le plus de satisfaction, bah, c'est celles qui sont prélevées en altitude. Donc en montagne, c'est comme pour les bactéries en fait, on va tout bien les bois. On va prélever ça dans les bois et plus on est en altitude, mieux elle va se comporter à basse altitude, parce que bah, majoritairement les cultivateurs sont à basse altitude. Et donc, bah, ces variétés-là vont se porter comme un charme. Hein. Elles sont plus résistantes aux pathogènes. Elles vont plus te permettre de prendre des ondées de pluie sans broncher. Alors, elles sont pas imparables. Hein. Elles sont pas imparables, mais en tout cas, elles se défendent bien mieux que des variétés asiatiques, par exemple. Alors, c'est assez euh, évident. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'une variété asiatique, elle sort de l'hiver, eh ben, elle se retrouve en été. Il n'y a pas de printemps en Chine, en tout cas dans la région où ils cultivent les morilles. On passe d'un 10 degrés à un 28 degrés. Il y a pas d'entre-deux. Donc forcément, il n'y a pas de chahut comme chez nous dans l'installation du printemps. Et ça, je pense que ça explique beaucoup sur le côté costaud des variétés de montagne. En tout cas, voilà, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus tranquillisant de cultiver ces variétés que de compter sur des variétés asiatiques. Donc, bah, c'est bien. La nature fait bien les choses. Ça, ça c'est sûr. Super intéressant. Donc, tu dirais que le facteur différenciant des variétés d'altitude, c'est le fait qu'elles soient exposées à des conditions plus rudes finalement. Et Ouais. ça m'amène à une autre question qui est, est-ce que de manière générale,
tu vois, moi qui prélève quelques champis de manière sauvage par-ci par-là, est-ce que les gens qui le font également auraient un intérêt à sélectionner les variétés dans les montagnes? Finalement, est-ce que les mêmes critères de sélection qui s'appliquent à la Maury peuvent s'appliquer à d'autres variétés? Ouais, oui, je pense que oui, hein. Euh, Ça, c'est oui. Moi, là, je prends pas beaucoup de risques en disant ça. C'est que bon, déjà prélever en forêt, c'est top parce que ces variétés-là, elles sont confrontées à toute une pédofaune, à voilà, à d'autres bactéries, à d'autres champignons. Donc, si elles ont survécu, c'est pas pour rien. Donc, voilà, compter sur des spécimens sauvages, c'est ce qui nous amène de la performance, nous. Donc, je vois pas pourquoi ça serait pas le cas avec le pleurote, pardon, et d'autres champignons. Euh, Ça semble évident. Voilà. Ok, ok. Bah, super intéressant la réponse. Euh, merci pour ces éléments. Euh, Ouais, pour, avec plaisir. sortir un peu de la morille, enfin, mais restons dans les champignons, bien entendu. J'ai vu que vous lanciez sur les planches de culture. Donc, est-ce que tu Oui. peux nous expliquer un petit peu cette méthode et qu'est-ce que les gens vont pouvoir cultiver comme champignons avec cette méthode? Et est-ce que ça va être similaire à ce qu'on peut faire avec des plantes dans le maraîchage? Eh ben, similaire, bon, en tout cas, c'est du maraîchage, donc j'ai envie de dire oui. Nous, ce qui nous animait, c'est de pouvoir proposer d'autres champignons en culture à la hors-saison morille. Bientôt, on parlera plus de hors-saison de morille, mais de saison pour les autres champignons, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va réutiliser l'abri climatique qu'on utilise pour la morille pour d'autres champignons. Alors, parfois, c'est pas au même endroit qu'on va cultiver, hein, ça dépend des champignons. Mais typiquement, voilà, ça permet à un exploitant de ne pas compter que sur une récolte annuelle de morilles pour asseoir son activité de champignonnière. Ça, c'était absolument nécessaire, puisque, bah, par exemple, pour le pleurote, on va avoir une récolte permise au printemps, mais aussi à l'automne. Sous-entendu, voilà, on a une rentrée commerciale au sein de la champignonnière qui est plus morcelée. Alors, évidemment, ça génère moins de revenus que la morille. Mais par contre, dans l'application extérieure, avec des réassorts de substrat, de mulch, eh ben, on va avoir une culture qui va durer 4-5 ans avant qu'il ne faille renouveler la totalité du mycélium. Donc, si on rapporte l'application à 4-5 ans, bah, c'est aussi rentable que la morille. Donc, et tout en fractionnant l'activité davantage dans le calendrier. Donc, c'est vraiment chouette, c'est vraiment complémentaire. Surtout que à l'issue de la culture de ces champignons qui sont souvent des dégrégateurs primaires, eh ben, on va pouvoir recycler tout ce substrat pour la morille, qui elle est un dégrégateur secondaire. Donc, pleurote, shiitake, tous ces champignons vont dégrader de la matière qui sera ensuite réemployable par la morille. Donc c'est des cycles vertueux comme ça qui vont s'entrecouper, qui mènent à une activité mycicole entière, quoi. Ça c'est vraiment chouette. On va aussi retravailler avec des bactéries, parce que même s'il n'y a pas de symbiose pour le pleurote ou autre, il y a toujours un intérêt à apporter des lipides Il y a une qui soient interaction, ouais. hautement assimilables. Bah ouais, Ok. ouais, ouais, tout à fait. En fait, quand on cultive un champignon en extérieur, on va voir vraiment une nette différence par rapport à un champignon qui a été cultivé en intérieur. Le goût, je veux dire, c'est sans appel, hein. Il y a une vraie différence. Donc, les chefs, il y a certains chefs qui vont travailler avec nous euh, pour installer de leurs serres à champignons Ouais. euh, en extérieur nécessairement. Ils ne veulent pas de champignons cultivés en intérieur. Alors c'est Ok. des 3 étoiles, hein, ils ont des désirata assez élevés, mais ils savent que la cueillette extérieure mène à des champignons qui ont un goût complètement différent de champignonnières en intérieur. Alors peut-être que on pourra jouer avec ces bactéries en intérieur aussi, hein. Simplement qu'il va falloir prendre des précautions, engager probablement des coûts, mais
Voilà, les bactéries dans l'équation, c'est encore une fois souhaitable pour, en tout cas pour un produit à destination de la haute gastronomie, quoi. Ok. Et j'avais une autre question par rapport à ces planches. C'est quand tu mets en culture ta planche ou tes planches, disons que tu as que t'es 4 ou 5 serres avec des planches et le même champignon. Le moment où ces champignons vont fructifier, enfin, ils vont être quand même très liés aux paramètres climatiques, forcément. La Oui. morille, on l'a vu, ça fait ça fait des vagues. Donc, globalement, tu t'en recueilles une semaine, t'en recueilles la deuxième semaine, troisième semaine, etc. Mais pour ce type de champignon, est-ce que tu vas pas avoir un effet où tout va pousser en même temps et tu vas devoir vendre tout d'un coup? Enfin, ma question, c'est est-ce que tu vas pouvoir obtenir quand même des vagues de production plutôt que une production on-off, si on peut dire? Alors, va y avoir des vagues de production, comme je l'évoquais tout à l'heure. Le printemps et l'automne sont les principales vagues attendues, parce que bon, en été, on a un comportement à l'irrigation qui doit pas être trop soutenu pour justement pas stimuler ce caractère fructifère au mauvais moment, parce que ça va être Ok. compliqué évidemment par 30 degrés de mener un, il va falloir arroser tous les jours, arroser tous les jours, ça va mener à une dégradation du produit, donc c'est voilà, c'est faut éviter. Donc il y a tout un itinéraire qui va compresser les périodes de fructification au printemps et à l'automne. Donc voilà, mais après, bah, c'est sûr que le printemps, ça dure quand même 3 mois, l'automne c'est pareil. Donc voilà, Tu vas faire une en fait ça régulation. fait Pardon, vas-y. non, mais je veux dire c'était souhaitable de toute façon d'avoir quelque chose d'échelonné pour ne pas avoir le produit tout en même temps. Euh, Et cet Même si voilà, échelonnage, il va se faire par l'irrigation, cet échelonnage, genre t'apportes de l'eau, tu fais un genre de choc hydrique, thermique, hop, t'as une fructification, par exemple? bah ça c'est le cas effectivement. Alors ça sera aussi du simple fait naturel, hein, des précipitations qui Ok. auront lieu bah, en général au printemps et à l'automne. Donc ça c'est voilà, ça sera épaulé évidemment des opérations d'irrigation de l'exploitant. Mais le souhait c'est ça, c'est que ça arrive à ces deux moments-là. Dans le sens où c'est pareil, en été, on va dire le consommateur est moins demandeur de champignons que c'est le cas au printemps ou à l'automne. Donc, bah, encore une fois, la nature fait bien les choses. On va l'accompagner. Donc voilà, c'est à peu près ce à quoi il faut s'attendre. Alors après, pour les variétés, les différentes variétés, on a le chestnut pour toujours pour les cultures d'été. Ouais. On va dire diamétralement opposé le Nameko qui va fructifier en plein hiver quand on passe sous la barre des 10 degrés. Ça, c'est quelque chose que je trouve incroyable. Un champignon puisse choisir, on va dire, Une telle en période. dessous de la barre des 10 degrés. Ah ben oui, incroyable, incroyable. Comment c'est possible? C'est, je veux dire, bon, qui veut dormir dehors par 10 degrés en plein hiver? Bah, le Nameko. Voilà, c'est quand même fou. Donc ça, j'ai qu'une hâte, c'est de le voir fructifier, parce qu'on va installer tout un jardin champignonnière sur 1 hectare avec tous ces champignons qui vont fructifier les uns après les autres. Ça va être complètement passionnant. Il y Trop a pas bien. mal de nos clients qui se sont mis aussi à cette culture d'été pour l'instant et qui vont enchaîner sur la culture d'hiver. On a aussi des cultures sur bûches qui sont vraiment pour le cas pour ce coup-là, c'est vraiment la porte d'entrée de la champignonnière, j'ai envie de dire la bûche, puisque c'est du livret prêt à fructifier. Il n'y a pas grand-chose à faire. On n'enlève même pas les bûches de la palette à réception. Ok. C'est tel quel que ça va fructifier, dans le sens où ces bûches sont déjà incubées. Donc D'accord. c'est un bon moyen en fait de faire tourner une champignonnière en semi-intérieur, hein, dans un hangar par exemple, bien que ça puisse être fait en extérieur aussi sous une serflex. Mais voilà, là il y a besoin de rien. On reçoit la palette, on l'arrose avec un rain system ou un système d'arrosage. Et puis pouf, on va avoir des champignons sur 5 ans. Donc c'est des voilà, c'est des modalités particulièrement attrayantes pour des gens qui se lancent.
C'est vachement plus facile d'accès que la Morille, hein. Oui, L'itinéraire, là, pour j'imagine. le coup, il tient sur une page, quoi. Donc c'est quand même assez incroyable aussi, ça. C'est trop bien. Et du coup, Et pardon, je finirai par une modalité transversale, c'est la bûche qu'on vient déposer sur la planche de culture. Donc ça, pour le shiitake, il y a une vidéo d'ailleurs qui est présente sur le site de Ceramica. C'est littéralement des bûches de shiitake posées sur la planche de culture. Et ça c'est le top parce que on a un shiitake qui va ancrer ses racines entre guillemets, son mycélium dans le sol et qui va pouvoir bénéficier des bactéries du sol, hein, mais aussi de sa tensiométrie, c'est-à-dire de l'eau qui est contenue dans le sol. Donc on va avoir des comportements à l'irrigation qui sont moins soutenus et ça, forcément, ça amène de la performance. Donc on a des champignons qui poussent littéralement à la fois sur la terre, à la fois sur la bûche, sans qu'on ait grand-chose à faire au niveau de l'irrigation. Voilà, tout ça pour un produit qui est gustativement impeccable derrière. Moi, ça, j'adore. C'est le transversal, surtout que au bout de 5 ans, la bûche est complètement décomposée et donc va pouvoir donner lieu à une mise en culture de la morille derrière. Voilà, ça trop bien. c'est La typique d'un rotation site. de culture version champignon. C'est ça. Génial. Super Ça fout. intéressant. Et du coup, vous proposez ces bûches, c'est ça? Tout à Euh, fait. d'accord. Et vous proposez quoi comme variété? Tu m'as dit donc shiitake, les pleurotes, Alors, nameko? je- voilà, pleurote, maméco, chestnut, le foliote du peuplier. Ok. Euh, donc ça, c'est pour les variétés commerciales qui sont déjà testées. Et puis on a des variétés qui sont en cours de test, qui elles, bon, on les appelle expérimentales. Donc là, on a des variétés comme le Sparasis crépus et la morille blanche, hein, une espèce de corail là qui pousse en touffe, qui a un petit goût de noisette et qui a le même croquant que la morille. Ça, c'est un champignon où les chefs nous attendent au tournant parce que franchement, ils le veulent, quoi. Ils le veulent, hein. Il est magnifique et dans une assiette, c'est surréaliste. Donc celui-là, on y tient fort fort et on va faire fructifier ça. Sinon, il y a le Calocip gambosa, là, le colombe de Saint-Georges, Oui. qui lui pousse en pleine terre, hein, qui est pareil, un champignon au stade expérimental en culture chez nous. Donc, on a bien envie de faire pousser ce, ce petit goût de levain là, de levain frais, un petit goût de farine là, c'est vraiment appréciable aussi ça. C'est chouette, vous avez plein de choses en expérimentation. Et C'est ouais, c'est la demande, hein. C'est finalement, j'y suis pas venu tout seul. C'est le besoin des clients. Alors, qu'est-ce qu'on fait de notre Serflex à leur saison? C'est vrai que c'était dommage de laisser ça comme ça cuire au soleil et de le rentrer à chaque fois à leur saison. Donc en autant l'utiliser à profiter, leur saison. Bah ouais, bah ouais. trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler de la méthode dont tu fabriques les bûches, dont vous inoculez les bûches? Ouais, sur les grandes lignes. Alors, la performance, elle est induite par déjà le choix des essences. C'est voilà, la qualité du bois et l'essence choisie va quand même faire beaucoup dans l'équation. Ensuite, c'est des bûches d'1 mètre, donc c'est des grosses bûches. Et puis la dernière des particularités, c'est qu'elles sont piquées au mycélium liquide. On n'utilise pas de cheville comme ça peut être le cas souvent. Voilà, nous on pique la bûche, hein, sur des intervalles qui sont plus, euh, on va dire, il y a plus de maillage, de piquage de ces bûches, et puis le mycélium et donc les variétés sont bien choisies pour l'essence de bois. Donc c'est ce qui amène la performance. Ok. Effectivement, c'est bien prolifique comme ça. Ça me fait écho là quand tu parles du maillage. Euh, Tu peux obtenir un meilleur maillage avec, en piquant la culture liquide finalement qu'en insérant des chevilles de bois, quoi. Globalement, ça demande moins de Bah travail de fonctionner comme ça. Bah oui, en fait, c'est que en piquant, on va avoir des trous de forage qui sont faits
avec un outil qui permet, on va dire, de faire des trous sur plusieurs lignes à la fois. Oui, oui, Donc, absolument. bah, c'est pas comme avec une perceuse, on fait les trous les uns après les autres. Là, bon, bah, voilà, c'est un peu plus long, un peu plus fastidieux. Voilà, c'est l'outil qui permet d'avoir, on va dire, beaucoup de points d'ancrage. Puis ensuite, ben, il faut inoculer tout ça. Ok, Le fait que ce soit des plus petits trous aussi n'a pas besoin ensuite d'être refermé à la cire, hein, parce que la cheville, elle nécessite un grand trou, et puis bah, elle laisse une partie grande ouverte, on va dire vulnérable au dessèchement, alors ouais. que bah, ces petits trous de forêt n'ont pas besoin d'être refermés. Donc c'est pratique aussi. Le mycélium va facilement réoperculer le trou. Donc Ok, ça c'est pas de pas mal contamination. aussi. Pas de contamination avec... Non, pas pour Ok, l'instant en tout cas. ok, super intéressant. Euh, Écoute, j'ai envie de finir ce podcast encore une fois avec une question ouverte. Du coup, on en a un peu une vue d'ensemble, mais finalement, le futur pour Ceramica, donc, qui se dessine, donc toujours la Mori d'été, les planches de culture, les bûches. euh, Est-ce qu'il y a autre chose que vous allez encore faire, concevoir, prévoir dans le futur, notamment peut-être d'autres pays? Alors ouais, bah là cette année c'est une sacrée année. Parce que, bon, bah, on lance effectivement tous ces autres champignons, mais il y a des forces vives qui viennent rejoindre l'équipe pour asseoir ce nouveau positionnement. Donc ça c'est une chose. On va dire que l'actualité, en tout cas celle qui m'anime, c'est vraiment de pouvoir assurer les volumes. Sous-entendu, bah, il y a une demande croissante en France, mais aussi sur des pays européens environnants. Hein, c'est pas les États-Unis par exemple, c'est l'année prochaine, donc c'est pas l'immédiateté, voilà, tout de suite. Mais en Europe, c'est vraiment l'urgence. C'est-à-dire que là, ça se lance un peu partout, que ce soit en Italie, en Pologne, en Belgique, au Royaume-Uni, en Suisse. Enfin, voilà, en gros, tous les pays limitrophes, bah, plus ou moins limitrophes, se lancent sur la culture. Donc, bah, il faut qu'on puisse fournir toutes ces quantités-là. Donc voilà, ça c'est un sacré défi. Donc, dans l'immédiat, c'est ça. Nos projets de développement, c'est de répondre à la demande et d'essayer d'étaler cette demande intelligemment. Par exemple, des gens qui veulent tout de suite se lancer sur un hectare, bon, on va essayer de, bon, bah, si c'est un projet de 10 hectares, forcément, les gens veulent se lancer sur un hectare, donc il va falloir adosser ça à un accompagnement bah, qui soit corrélé aux enjeux du projet. Donc Ok, là, bah, ça nécessite de dépêcher des accompagnateurs sur place à des moments clés, de former ces personnes. Donc, il y a une formation qui a été tournée récemment la semaine dernière. Ça va nous aider aussi et tu nous aides par le biais de ces interviews à, bah, en fait, à dispenser le savoir. Et ça, bah, mine de rien, petit à petit, bah, ça va nous soulager au téléphone parce que là, ça fait 3 mois que je ok, fais de la discussion sur la morille, de la formation au téléphone. Et ça va continuer encore pour un mois avec des sessions de groupe. Donc c'est voilà, faut transmettre, faut arriver à transmettre tous ces itinéraires euh, et puis bah assurer un accompagnement qui soit intelligent. Donc ça ok, c'est voilà, l'intelligence artificielle par exemple va vraisemblablement nous aider dans le sens où elle va observer comme un humain finalement observer la qualité de l'accompagnement sur une saison pour voilà accumuler de la data et ensuite être force de réponse pour les exploitants. Donc en gros, on va avoir une IA qui va répondre à notre place parfois, hein. IA Ça va être graduel Ceramica. tout ça. Bah ouais, c'est ça, l'IA Ok, Ceramica. C'est une IA qui va aider à dispenser des itinéraires de culture en fait et accompagner les gens. trop Donc bien. c'est ouais, c'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire maintenant.
Donc c'est voilà. D'abord, ça sera notre compagnon, on va dire, elle va être sur le côté comme ça en train d'observer, on va pas trop la voir intervenir, mais de fil en aiguille, quand on va juger qu'elle a des réponses pertinentes, suffisamment pertinentes, il y a une capacité d'analyse aussi pour déceler des problèmes sur une culture. Bah, aujourd'hui, c'est vraiment typiquement la qualité du cerveau humain qui est adéquate pour ça parce que à la fois l'esprit de synthèse, le diagnostic, tout recoupé avec l'expérience fait qu'on peut avoir une analyse pointue et mettre le doigt sur un problème. Bon, bah ça, je vois pas pourquoi l'IA ne serait pas capable de faire ça à partir du moment où elle a le bagage La donnée, suffisant. ouais. Donc, ouais, le diagnostic, je veux dire, sur une problématique rencontrée sur la base d'une photo ou d'un descriptif, de pouvoir sortir un diagnostic, c'est génial. Donc, ça J'avoue. va nous aider, c'est sûr. Trop bien. Trop, super, super passionnant. Ben, écoute, merci beaucoup, Pierre, de tout ce savoir que tu partages. Merci de la part de l'audience, merci de moi. Euh, j'ai envie de te dire, on se reverra certainement pour, pour un On épisode peut se dire à 3. bientôt. euh, pour un épisode 3. Et ben, merci beaucoup, Pierre, et je te dis à très vite. À très vite, Andreas. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur la culture des Moris, n'hésitez pas à télécharger gratuitement votre e-book Le guide de la culture de la Morille sur notre site cultiverleschampignons.com. À bientôt!